lorsque chacun d'entre nous parle de maîtriser une langue, de parler une langue. On a tous une image très différente dans la tête. Pour certains, parler une langue, c'est dire quelques phrases lors d'un voyage. Pour d'autres, c'est de connaître la langue dans les moindres détails. Le thème de cette vidéo, c'est « Comment je suis devenue bilingue ?» Conseils, secrets, difficultés. Comme j'ai déjà dit, nous avons une idée très différente de ce que c'est de parler une langue. Lorsque je rencontre des gens, on me dit « je parle français, anglais, espagnol, italien, chinois », mais parfois, chacune de ces langues, nous les maîtrisons à des degrés très différents. Certaines plus dans un domaine professionnel, d'autres dans un contexte familial, d'autres encore vraiment au niveau très basique pour se débrouiller dans le quotidien dans les rues, peut-être si les gens habitent limitrophes avec un autre pays, avec une autre région. Cela ne demande pas énormément de maîtrise et en même temps cela demande de connaître un minimum pour pouvoir se débrouiller. Et tout cela, les gens nommaient par parler une langue, connaître une langue. Alors qu'on est bien d'accord, tous ces cas de figure ne se valent pas. Je parlerai ici de mon expérience. Comment suis-je devenue bilingue russe-français? À la base, lorsque j'ai commencé à apprendre les langues étrangères, j'ai commencé par apprendre l'anglais. L'anglais, j'ai commencé à apprendre à l'âge de 5 ans. Et je ne peux pas dire que c'était un amour fou. Même plutôt le contraire. Ce n'était absolument pas une langue que j'avais envie d'apprendre. Mais je soupçonne que ce désamour de la langue anglaise de mon côté est dû au fait que je ne comprenais absolument pas pourquoi je devais l'apprendre. Imaginez-vous dans le contexte dans lequel je vivais, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre qui parlait ne serait-ce qu'une autre langue étrangère, pas spécialement anglais, mais ne serait-ce qu'une seule autre langue étrangère. J'ai commencé à apprendre l'anglais dans les années 90 et évidemment, je n'y voyais aucun intérêt. Jusqu'au jour où je suis allée au marché, j'avais environ 10 ans et j'avais déjà à peu près 5 ans d'apprentissage d'anglais derrière moi. J'ai croisé, par hasard, un étranger qui m'a interpellée en me posant une question. Il cherchait à acheter une carte téléphonique. J'ai pu l'accompagner dans le kiosque le plus proche, traduire ce qu'il voulait à la dame qui travaillait dans ce kiosque, les accompagner dans leurs transactions, après quoi le monsieur m'a remercié et est parti. Et la dame est restée bouche bée en me posant la question « Mais quelle est cette langue qu'il parlait? Et comment se fait-il que moi aussi je la parle ?» alors que je n'avais que 10 ans. Alors c'est précisément à ce moment-là que j'ai eu une idée très précise de ce pourquoi j'apprends une langue étrangère. Anglais ou une autre. Plus tard, j'ai entendu du français à la télé et j'étais tombée amoureuse de cette magnifique langue. J'ai su immédiatement que je voulais parler cette langue. Mais pas parler n'importe comment, je me disais que je veux parler absolument aussi bien que les Français qui vivent en France. C'est un objectif dont je m'approche de plus en plus. Plus je m'en approche, plus je comprends qu'il y a encore des choses à parfaire, à améliorer, du vocabulaire à retrouver. Ces derniers temps, j'adore écouter les interventions de Philippe de Villiers. C'est un homme de lettres, un ancien ministre français. Il a un français absolument exquis. C'est un délice de l'écouter parler français. Et j'adore lire ses livres. Ce sont peut-être les seuls livres où je trouve des mots que je ne connais pas encore. Et ça, c'est un vrai régal de pouvoir les découvrir. Donc, mon tout premier point pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage qui cherche à apprendre une langue, posez-lui la question « Pourquoi ?» Quelle est ton idée précise de ce que tu veux faire de cette langue? Quelle sera son utilité? Je savais que je voulais voyager, je savais que je voulais potentiellement vivre dans un autre pays et je comprenais bien évidemment que j'aurais besoin de l'anglais ou de français pour vivre dans ce pays. La première étape, c'est de parler la langue. Ceci dit, lorsque j'ai commencé à apprendre le français, je n'avais pas d'idée précise. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais eu. La seule chose que je savais très précisément, que je voulais maîtriser le français à la perfection. C'est tout. Mais je n'avais pas la moindre idée du métier que j'allais pouvoir faire avec mes connaissances de français.
En venant en France, je me suis dit que, à part parler français, ce que tous les gens autour de moi savent faire, je n'ai aucune compétence. Toutefois, j'ai un diplôme de professeur de langues étrangères. Donc, indéniablement, j'ai des compétences que tout le monde sur place n'a pas. C'est ainsi que j'ai commencé à enseigner le français, bien évidemment, parce que je n'étais pas la seule étrangère venue vivre en France, mais aussi j'ai découvert l'enseignement de la langue russe. Je me suis formée à l'époque pour être apte à enseigner le russe en tant que langue étrangère. Chose que je fais déjà depuis plus de 15 ans avec un énorme plaisir. Fixez-vous donc votre objectif. Est-ce pour le travail, pour le voyage, pour parler à vos amis, pour passer un examen, pour avoir simplement un défi à relever? Pourquoi vous apprenez le russe ou le français, les langues que j'enseigne moi? Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous apprenez ces langues, qu'est-ce qui vous pousse et qu'est-ce qui vous motive dans l'apprentissage de ces langues. Si aujourd'hui je pense à l'apprentissage du français ou de l'anglais, je me souviens que cela m'a pris énormément de temps. J'ai été bien évidemment accompagnée, mais étant encore écolière moi-même, je ne pouvais pas consacrer beaucoup de temps à cette activité-là. Beaucoup d'autres devoirs me prenaient du temps. Mais la seule chose que je peux vous dire en tant que point positif de cet apprentissage, c'est que j'étais incroyablement régulière. Avec des hauts, des bas, avec l'effet plateau. L'effet plateau, c'est une sensation qui fait qu'on a l'impression non seulement de ne pas avancer, mais pire, de régresser. Et j'avais cette impression aussi parfois. Que je l'ai eu ou pas, je continuais. Et c'est ce que je voulais vous dire. Ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas, continuez comme si de rien n'était. Apprenez. À un moment donné, tout ce que vous faites va payer. Imaginez-vous que vous êtes un frigo. Avant de pouvoir refroidir la nourriture, vous devez emmagasiner du froid. C'est ça que vous devez faire. Vous devez emmagasiner des connaissances, du savoir, des exemples, des textes, des choses que vous avez déjà vues. Comme si dans votre cheminement de l'apprentissage de la langue française ou russe, ou n'importe quelle autre langue, vous avez monté une petite colline. Et lorsque vous vous retournez en arrière, certaines choses se présentent de manière plus claire. Même si en regardant en avant, vous voyez des montagnes moyennes, des montagnes grandes, des montagnes qui vous demanderont de relever le défi. Mais pour le moment, déjà là où vous êtes, vous avez déjà relevé énormément de défis. Parce que ce qui est le plus dur, c'est de commencer. Le conseil que je donnerai en même temps que d'être régulier et de ne jamais abandonner, c'est de se faire accompagner si possible. Je comprends que financièrement, nous ne pouvons pas tous le faire, mais peut-être qu'on peut trouver une sorte de groupe d'intérêt. Un groupe où vous allez vous motiver mutuellement. Un groupe où vous allez pouvoir poser des questions les uns aux autres. Vous allez peut-être trouver un formateur, un professeur en ligne qui pourrait répondre à vos questions. Je profite également de cette vidéo pour vous dire si vous avez des questions pour l'apprentissage des langues étrangères ou d'une langue en particulier, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions. N'oubliez pas, j'ai déjà parcouru ce chemin. Je l'ai parcouru avant vous. J'ai déjà rencontré toutes les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Et si je peux vous aider à comprendre un peu mieux et à avancer, je me ferai le plaisir de le faire. Je lis personnellement tous les commentaires et j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à tout le monde. Mon troisième conseil ici, c'est de ne pas négliger la grammaire. C'est un aspect de la langue qui n'est pas facile. Certains d'entre vous se disent « En écoutant, en parlant, je vais maîtriser instinctivement la grammaire. » Parfois, oui, pour certaines choses. Parfois, sans comprendre, on répète des choses parce qu'on a entendu quelqu'un dire la phrase de cette manière-là, ou avec cette terminaison, ou avec une telle conjugaison. Mais si nous ne comprenons pas ce que nous utilisons, quel est l'objectif de la forme que nous employons, nous ne pourrons jamais s'exprimer de manière pleine et complète. Nombre de gens se plaignent aujourd'hui que le langage s'appauvrit. Vous pouvez dire que en venant dans un pays, vous allez apprendre à parler la langue correctement, mais c'est plutôt faux que vrai. La plupart des personnes que j'ai rencontrées qui maîtrisent aujourd'hui le français ou le russe parfaitement bien, ils le maîtrisent bien parce qu'ils l'ont appris en amont, avant de venir dans le pays. Parce que les natifs font beaucoup de fautes.
On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a peut-être jamais fait d'études, quelqu'un qui est peut-être inculte, qui a peut-être oublié les règles. On ne peut pas dire que tous les gens qui nous entourent vont nous apprendre quelque chose de bon pour la langue, pour notre langage et pour nous aider à nous améliorer. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes ne sont peut-être pas allées à l'école. D'autres ont déjà oublié ce qu'ils ont étudié à l'école. Très peu de personnes seront réellement aptes à vous aider, à vous corriger et à améliorer votre maîtrise de la langue étrangère. Ce que je conseille la plupart du temps, si possible, c'est d'apprendre toutes les bases nécessaires avant de venir. Déjà prendre les bons réflexes et les bonnes habitudes. Les gens qui viennent en France, en Russie, sans parler la langue, ils sont obligés de se débrouiller tout de suite sur place. Comme ils le peuvent. Bien, mal, le plus souvent mal bien sûr. Et ces constructions incorrectes, avec des fautes, ils les gardent pour des années. Lorsque je travaille avec les personnes qui sont déjà en France, la plupart du temps, il y a eu des dégâts irréversibles. Récemment, dans un commentaire, nous avons eu une discussion sur les mauvaises habitudes. Comme on dit dans la musique, 5 minutes pour les prendre, 5 ans pour les perdre. Ne négligez pas la grammaire dès le départ. Faites beaucoup d'exercices. Lorsque vous les faites, vous créez des automatismes. Mais n'oubliez pas d'appliquer vos connaissances par la suite, de créer vos phrases, vos textes. Produisez quelque chose sur la base de ce que vous venez d'apprendre. Appliquez-le. Parce que faire seulement les exercices, c'est apprendre à faire les exercices. Mais notre objectif premier, c'est apprendre à s'exprimer, à parler, à écrire. Et si vous ne prenez pas le temps nécessaire qu'il faut perdre pour en gagner par la suite, vous allez à chaque fois louper une nuance, louper quelque chose, un petit jeu de mots, une allusion, une nuance temporelle ou souhait ou ordre. Tout ça, ça s'apprend et si vous voulez réagir de manière adéquate à ce qu'on vous dit, il faut bien évidemment comprendre tout le spectre des moyens que peuvent utiliser les gens qui parlent une langue. Mais apprendre une langue, ce n'est pas seulement parler comme Molière ou Balzac ou n'importe quel autre grand homme de l'histoire. Maîtriser une langue, parler une langue, c'est également ne pas se perdre parmi les styles de la langue. Vous devez distinguer le style formel du style informel, le style familier d'un style soutenu. Il faut savoir s'adapter. Lorsque vous lisez un livre, de par les mots qu'emploie le personnage, vous pouvez comprendre énormément de choses sur son statut social, sur ses intérêts dans la vie, sur son niveau d'études. Vraiment, le personnage se dessine devant vos yeux avec une précision incroyable grâce aux mots que l'auteur emploie pour le faire parler. N'oubliez pas que la bonne maîtrise de la langue étrangère, c'est un ascenseur social. Lorsqu'on vous regarde à l'étranger, c'est comme si on vous regardait à travers une fenêtre. Si vous parlez correctement, bien, on vous comprend bien, de manière adaptée selon la situation, la vitre de votre fenêtre est claire et nette. On vous voit bien. Et on peut juger de vos connaissances, de votre maîtrise, parce que vous, ce n'est pas seulement la maîtrise du français ou du russe, bien évidemment. Vous êtes bien plus que ça. Mais faut-il encore le montrer aux autres? Si votre maîtrise de la langue est mauvaise ou médiocre, on aura du mal à juger de la personne que vous êtes. Est-ce que vous valez vraiment la peine de passer du temps avec vous? Moi, je suis sûre que oui, mais essayez d'en persuader les autres. Et pour ce faire, vous aurez besoin de parler bien la langue étrangère. La parler vraiment bien, pour que la personne en face de vous n'ait pas à mettre un effort constant pour essayer de vous comprendre. Et comme je dis, si vous voulez bien comprendre les autres et être bien compris, prenez suffisamment de temps pour maîtriser l'accent. Il faut parfaire votre accent. Si c'est constamment difficile de vous parler, qu'on doit se concentrer, qu'on doit attendre qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y a pas de personnes qui parlent en même temps que vous, si on a du mal à suivre le fil de votre conversation et que les gens essayent de partir lorsque vous venez, c'est que votre accent est difficile à comprendre. Notre accent, il restera toujours avec nous, c'est tout à fait normal. Mais il faut le rendre le plus léger possible. Lorsque vous parlez une langue étrangère,
vous avez de l'assurance, mais vous n'en avez pas autant que lorsque vous parlez votre langue maternelle. Si la personne en face de vous vous dit « Pardon, je vous ai mal compris » ou « Je vous ai pas entendu », il va falloir répéter encore une fois ce que vous venez de dire. Et cette deuxième fois, c'est possible que vous ayez moins d'assurance en vous. Dans ce cas-là, vous parlerez moins fort, peut-être plus vite. Ça sera encore plus brouillon. Et ça vous empêchera d'être compris et de comprendre les autres. D'autant plus que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'habitude de parler avec les gens avec les accents très différents. Franchement, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas de pays d'où je n'ai encore rencontré personne. J'ai entendu tous ces accents. J'ai plutôt l'habitude, même si parfois, moi aussi, j'ai du mal à comprendre. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu ce bagage et ces connaissances. Et ils auront vraiment du mal à vous comprendre. Ils ne font pas exprès et ils ne font pas semblant. C'est vraiment difficile. Je pense que quelle que soit votre langue maternelle, vous pouvez toujours imaginer un étranger qui parle avec un accent, ce qu'on appelle en français à couper au couteau. Si cette personne parle de cette manière-là, avec un accent très prononcé et très fort, vous allez voir que vous allez avoir du mal à discuter longtemps avec cette personne. Vous serez éreinté, réellement fatigué après la conversation. Si vous voulez savoir de votre côté si votre niveau de prononciation est bon, vous verrez si les gens viennent discuter avec vous, s'ils restent discuter longtemps, c'est que vous êtes plutôt agréable à écouter, à entendre et à converser avec. Si tous vos interlocuteurs s'enfuient très vite, c'est qu'il faut faire quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, je vous rassure, tout s'améliore. On peut travailler notre prononciation de la langue étrangère. C'est comme faire du sport. Vous devez faire des muscles. Sauf que les muscles que vous allez faire, ce n'est pas aux bras ou aux jambes, mais à votre appareil articulatoire. N'oubliez pas, accent fort égale incompréhension. L'incompréhension amène perte de confiance. Et la perte de confiance, ça engendre encore plus d'incompréhension. Évitez ça à tout prix. Un autre de mes conseils, c'est de lire. À l'université, lorsque j'apprenais le français, on avait l'obligation de lire 50 à 100 pages par mois, les pages qu'on devait résumer en intégralité avec nos propres mots. Bien évidemment, on notait tous les mots qu'on ne connaissait pas. On était interrogé sur notre liste de mots à connaître. Évidemment, on nous demandait une liste d'environ 100 mots ou peut-être 150 mots. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez conséquent à apprendre et c'était assez difficile. Je me souviens, je n'aimais pas cet exercice parce que c'était dur. Mais en réalité, s'il y a bien quelque chose qui m'a réellement appris la langue, c'est vraiment la lecture. Nulle part ailleurs, vous ne rencontrerez autant de vocabulaire, autant de richesse de vocabulaire. Le langage, comme j'ai déjà dit, s'appauvrit. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de vocabulaire pour parler au quotidien. Mais le niveau d'un bon lecteur, d'un lecteur qui est capable de lire les livres un petit peu complexes, c'est un niveau vraiment très élevé. Quelqu'un qui est capable de comprendre une conversation, c'est 2-3 000 mots. Quelqu'un qui est capable de suivre une série, un film, c'est à peu près 5-6 000. Mais quelqu'un qui est un bon lecteur, qui lit beaucoup, des livres un peu difficiles, lui, il est capable de comprendre entre 8 et 10 000 mots. J'ai fait une vidéo récemment sur la lecture, à quel point elle est importante pour l'apprentissage des langues étrangères. Et je vous prie de ne pas négliger cette activité. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser la lecture pour améliorer votre prononciation. Utilisez les livres audio. Écoutez la bonne prononciation du speaker qui a enregistré le livre. Répétez avec lui. Répétez après lui. Répétez au maximum et au plus près de sa façon de parler. Son intonation, son rythme, sa prononciation, toutes les nuances. Vous allez voir, non seulement vous allez améliorer votre prononciation, mais aussi vous allez progresser énormément en langue étrangère que vous apprenez. Le conseil suivant, c'est de trouver à qui parler. Et là, vous avez un embarras de choix. Vous pouvez aller sur des applications pour faire des connaissances avec des étrangers. Vous pouvez faire des recherches, des groupes de discussion
dans votre région, dans votre pays, dans votre quartier, ça dépend. Vous pouvez essayer de parler à l'IA, ou alors à votre téléphone en vous enregistrant, ou alors à votre animal domestique. Lorsque je me préparais à mes examens, j'avais un chien. Et pour bien apprendre tout ce qu'il fallait apprendre, je récitais tout à mon chien. Après quoi, je lui disais, vas-y, répète. Tu ne sais pas. Alors, écoute encore une fois. C'était vraiment plutôt drôle, c'était agréable. Je n'avais pas l'impression de parler toute seule avec un mur. J'avais quand même un animal, un être vivant en face de moi. Et en même temps, je savais parfaitement que lui ne pouvait pas répondre. Donc, j'avais un prétexte pour répéter et répéter autant de fois qu'il me fallait sans qu'on me dise « je ne veux plus t'écouter, je n'en peux plus ». Donc ici, tous les moyens sont bons. Essayez de parler à un maximum de personnes. Vous allez vous habituer à une vitesse différente, à une intonation différente, parfois à un défaut de langage différent, à un accent différent. Lorsqu'on commence à faire connaissance, on a plutôt des discussions assez simples. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, où je suis allée. C'est des conversations qu'on peut mener assez facilement. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme sujet à chaque fois que vous changez d'interlocuteur. Mais n'oubliez pas, la vraie vie, c'est l'improvisation. Donc, simulez au maximum le côté improvisé de votre communication. En plus de la communication orale, vous pouvez bien sûr utiliser la communication par écrit. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez vous écrire des lettres ou des emails. Tout simplement, vous pouvez vous écrire à vous-même en tenant un journal. Cette pratique-là aussi a des bénéfices incroyables. Un autre conseil, c'est apprendre à aimer ce que vous faites. Faites l'apprentissage avec plaisir. Imaginez-vous un acteur que vous aimez qui vient de ce pays. Dites-vous que le jour où vous parlerez cette langue, vous pourrez lui parler. Mettez une photo, n'importe. Faites quelque chose qui va vous aider à vous améliorer. Je me dis toujours, si je ne peux pas faire ce que j'aime, je dois apprendre à aimer ce que je fais. Et c'est ce que je vous conseille. Parfois, lorsque vous apprenez une langue étrangère, c'est comme moi avec l'anglais. Je n'aimais pas l'anglais, mais je devais le faire. J'essayais de me tromper. J'imaginais que le dictionnaire, c'est l'un de mes meilleurs amis, alors que je détestais chercher des mots dans un dictionnaire. J'imaginais à chaque fois des choses qui rendaient cette activité, que je n'aimais pas forcément, ça rendait cette activité positive. C'est ce que chacun d'entre nous est capable de faire. Mais je sais que si vous êtes là, la plupart du temps, vous aimez ce que vous faites. Vous apprenez les langues étrangères par plaisir et par curiosité. Je pense que la moitié de ce chemin est parcouru. Si je comprends vraiment aujourd'hui la façon dont j'apprenais l'anglais et dont j'apprenais le français, je vois à quel point une motivation forte et le plaisir de faire ce que je fais changeait mon attitude. Le français, j'étais capable de le faire sans fermer l'œil, sans me coucher jusqu'à 3h, 4h du matin, sans s'arrêter. C'est inexplicable, j'adorais ça. L'anglais, même 5 minutes dans de bonnes conditions, même ça, c'était un effort presque surhumain. Commencez par changer votre état d'esprit pour améliorer vos résultats. L'un des moyens de se motiver, c'est aussi le passage des tests. Essayez de passer des tests à mi-parcours. À chaque fois que vous terminez un niveau, faites un test. Déjà, vous allez savoir ce qu'on vous demande dans les tests de langue. Il faut savoir que la plupart du temps, les tests de langue sont adaptés à la vie réelle. On ne vous demande pas de faire quelque chose que vous ne serez pas obligé de faire dans la vie de tous les jours. En France, on vous demande à chaque fois d'écrire un email, d'écrire une carte postale, d'écrire une lettre, d'écrire quelque chose d'officiel. Et oui, c'est quelque chose qu'on fait énormément. En russe, c'est pareil, en anglais, c'est pareil. Toutes les situations sont plutôt faciles, quotidiennes et très fréquentes. Évaluez-vous donc régulièrement pour savoir où en êtes-vous. Ce qui est intéressant dans l'apprentissage d'une langue, c'est que quand nous l'apprenons, en réalité, nous apprenons à comprendre l'autre, à lire dans un autre, comme dans un livre ouvert. Ça nous permet de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, disent ce qu'ils disent. Parce que beaucoup de codes sociaux sont déjà cachés dans notre langue, sans qu'on s'en rende compte.
C'est pourquoi ce qui est le plus important et le plus intéressant dans l'apprentissage, c'est vraiment le chemin que l'on parcourt. C'est chemin faisant que nous prenons plaisir. Et une fois à un checkpoint, on se rend compte qu'on a parcouru beaucoup de choses, qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on peut faire une petite pause et qu'on peut souffler un peu et être fier de soi. En résumé, je pourrais dire, si aujourd'hui je suis devenue bilingue, ce n'est pas tant parce que je vis en France. C'est parce que j'ai toujours fait tout mon possible pour améliorer mon français. Lorsque je ne vivais pas en France, j'étudiais énormément. Je travaillais, je parlais. Je ne loupais aucune occasion lorsqu'il y avait un étranger qui venait dans ma ville natale. Je faisais partie du groupe qui leur faisait des visites guidées de la ville et je pratiquais à ce moment-là la langue que j'apprenais. C'est des moments où je sentais que oui, j'ai appris quelque chose. Ce n'est pas la note qui me permettait d'en juger. En venant en France, je n'ai pas arrêté pour autant. Je continuais à apprendre chaque mot inconnu que je rencontrais. Je me suis mise à lire uniquement en français et je me suis mise à communiquer pratiquement exclusivement avec les francophones. Pendant une période, je me suis dit je ne vais pas chercher à parler d'autres langues, uniquement le français. Uniquement la télé en français, les gens qui parlent uniquement français et les amitiés que je créais autour de moi, c'était uniquement avec des francophones. Je pense que tout ça, ça m'a permis de faire un réel bond en avant dans mon apprentissage et dans mon perfectionnement de l'apprentissage de la langue française. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas en venant dans le pays que par magie, on va parler la langue. Ce sera toujours un effort de notre part. En réalité, c'est un effort qu'on peut rendre très plaisant. Pour moi, ce qui était très plaisant, c'est les compliments que j'entendais de la part des Français. Mon français était bon pour eux et moi, je me disais, je sens que c'est pas encore ça. Je sens que c'est pas encore ça. Je rencontrais des phrases, des expressions et je continuais sans me rendre compte que j'étais toujours en train d'apprendre. Et je suis heureuse que je suis arrivée au niveau où je suis aujourd'hui. Je suis mon credo et je vous partage mon credo dans chacune de mes vidéos. Apprenez les langues sans stress et avec plaisir et vous obtiendrez des résultats remarquables.